Radio Classique. 7h30, 9h, la matinale de Radio Classique avec Guillaume Durand. L'invité politique sur Radio Classique. L'invité politique, donc, c'est Michel Sapin. Bonjour. Bonjour. Ravi de vous retrouver. Les sujets ne manquent pas. On va parler évidemment de politique et d'économie avec vous. Et en commençant évidemment par les coulisses du pouvoir de Guillaume Tabar, c'est Bruno Le Roux ici même qui a lancé, mon cher Guillaume, donc le débat. François Hollande doit-il, c'est ce qu'a insinué donc Bruno Le Roux en le déclarant, d'ailleurs il ne l'a pas insinué, donner le signal très rapidement d'une candidature pour un deuxième mandat. Est-ce que vous avez le sentiment, vous, Guillaume, que c'est une chose qui va effectivement avoir lieu? Il avait avancé même la date du 8 septembre prochain. Oui, alors bien sûr, au départ, tout ça n'était pas prévu. Le principe d'une primaire a été validé pour janvier. Et encore le 14 juillet, François Hollande a dit qu'il se déciderait à la fin de l'année, c'est-à-dire en particulier après que soit connu le vainqueur de la primaire à droite. Alors, pourquoi cette sortie de Bruno Le Roux à votre micro hier, le patron des députés socialistes étant, précisons-le, un fidèle d'entre les fidèles du président? Eh bien, parce que la démission d'Emmanuel Macron est un événement qui vient affaiblir un peu plus encore un François Hollande déjà en position plus que dégradée dans l'opinion. Et qu'à force de laisser Hamon, Montebourg, Macron ou d'autres occuper le terrain, cogner contre le chef de l'État, l'humilier ou le renvoyer au passé, eh bien on allait arriver au moment où c'est la possibilité même de se présenter qui serait posée. Alors face à ce constat, il y a deux stratégies qui s'affrontent, la stratégie de la temporisation et la stratégie de l'accélération. Pour les premiers, et parmi lesquels je pense qu'il va peut-être nous le dire, on peut ranger votre invité de ce matin, Michel Sapin, il ne faut pas donner de signes de fébrilité supplémentaires. Il faut au contraire laisser tout le monde se déchirer à gauche pour que, le moment venu, fort de sa fonction, le chef de l'État apparaisse comme au moins le plus petit dénominateur commun de la gauche, comme le seul rassembleur possible à gauche. Mais pour les seconds, la situation est d'ores et déjà plus inquiétante et il faut réagir vite. Pour Le Roux, et c'est le sens de ses mots hier, un premier signal explicite de François Hollande permettrait au moins de commencer à organiser les troupes autour de lui. Voilà le contexte, la décision. Alors, il y a un rendez-vous précis dans moins d'une semaine, jeudi prochain, le 8 septembre. Le président de la République doit prononcer un discours sur la réponse de la démocratie au terrorisme, sur l'état de droit. Alors, bien sûr, ce discours était prévu indépendamment du départ de Macron. Mais il peut être l'occasion d'envoyer un premier signal. Alors, soyons clairs, François Hollande ne va pas dire jeudi « Je suis candidat à un second mandat de président de la République ». Mais vous le savez, la gamme de l'implicite est large. Il va faire comprendre que l'action engagée n'est pas achevée, qu'elle a besoin de durée, de cohérence, qu'il n'a jamais fui ses responsabilités, que sais-je encore. Il en dira en tout cas assez pour que du côté du PS, le dispositif commence à se mettre en place. Vous verrez, dès la semaine prochaine, on va voir fleurir des appels de parlementaires. Puis, dans la foulée du discours, ces appels vont se multiplier et s'amplifier. L'objectif est simple, alors que François Hollande est minoritaire dans l'opinion et même dans l'électorat de gauche, eh bien, montrer qu'il reste majoritaire et largement chez les parlementaires. Alors, ça ne sera pas loin de là une condition suffisante pour remonter la pente, mais c'est un préalable nécessaire. Merci beaucoup, coulisses du pouvoir de Guillaume Tabar. Michel Sapin est en direct. Envie de vous mettre au golf? Ce mois-ci, Blue Green vous propose des initiations gratuites au golf. Pendant les portes ouvertes, bénéficiez d'une formule débutant avec accès illimité pour moins de 60 € par mois. Avec Blue Green, le golf s'ouvre enfin à tous. Rendez-vous du 2 septembre au 2 octobre dans les 50 golfs Blue Green partout en France et sur internet bluegreen.com. Grand volume intérieur, détecteur de fatigue, GPS. J'adore. Et totalement connecté. Je crois que je vais vous la prendre. Ah ouais, en revanche, ça va pas être possible. Et pourquoi ça? Parce que je l'ai vu le premier, en fait. Non mais c'est... Là, c'est vous le vendeur, là. Oh, ça va. Difficile de résister. En septembre, la Polo All-Star suréquipée est à 140 € par mois, entretien et garantie inclus. Location longue durée 37 mois, 30 000 km, premier rapport de 1 606 €. Sous réserve d'acceptation par Volkswagen Bank, détails sur volkswagen.fr. Christophe Barbier, directeur de la rédaction de l'Express. Cette fois, foncez. Les taux d'intérêt sont au plus bas, le marché immobilier est stable, c'est le moment d'acheter. Dans l'Express, les prix dans 673 villes et les meilleurs conseils pour négocier votre crédit. Avec tous les chiffres des notaires de France, le spécial immobilier de l'Express. L'Express, chez votre marchand de journaux. Radio Classique. L'invité politique de Guillaume Durand
sur Radio Classique. Michel Sapin, donc nous avons beaucoup de sujets à traiter ensemble, à la fois les sujets à caractère politique et puis la retenue à la source, les 2 milliards d'impôts de baisse, la taxe sur la malbouffe, bref, programme chargé. Est-ce que vous êtes partisan que François Hollande accélère le mouvement et dise peut-être à partir du 8 septembre prochain son intérêt pour un 2e mandat? Moi, je suis partisan que le président s'affirme dans la continuité, dans la stabilité. C'est pas parce qu'il y a eu 3 déclarations de candidature à gauche, c'est pas parce que Emmanuel Macron quitte le gouvernement que pour autant le président de la République doit réagir. Il est au-dessus de cela. Il est surplomb de cela. Il est président de la République française. Mais ça, c'est les institutions, c'est pas les sondages et c'est pas l'opinion. C'est les institutions, mais les institutions de la Ve République, elles ont été d'ailleurs faites ainsi par le général de Gaulle. Elles sont là pour ça, dans les moments difficiles, dans les moments qui sont de politique politicienne un peu agitée, à quelqu'un de rester un repère, d'être là pour diriger la France, pour décider et dessiner l'avenir. Donc vous n'êtes pas favorable à ce qu'il donne des indications dès la semaine prochaine? J'écoutais très attentivement Guillaume Tabar, que les uns et les autres ont dû entendre aussi avant nous. Il avait l'air de donner le sentiment qu'il peut y avoir des partisans d'une accélération et des partisans d'une temporisation. Ça n'est pas exact. Ça n'est pas exact. On peut ne pas vouloir répondre à l'agitation du moment, mais en même temps tracer des perspectives. Je souhaite, parce que c'est le rôle du président de la République, et c'est dans la nature de François Hollande, qu'il trace des perspectives. Il avait fait un très beau discours. Alors ces très beaux discours ne sont pas toujours ceux qui sont les plus commentés, sur la question de la société française, de son unité, du dialogue social par exemple. Là, il va faire un discours... Oui, bien sûr, mais il va faire un discours sur un sujet fondamental pour les Français. Fondation Jean Jaurès, 8 septembre. Ouais. Oui, mais le terrorisme, comment on lutte contre le terrorisme ? C'est quand même... On va pas lutter pendant 3 mois, on va lutter pendant des années contre le terrorisme. Comment on lutte contre le terrorisme ? Ça, c'est un sujet fondamental, en termes d'efficacité, mais aussi de protection de la démocratie française. Vous donnez, Michel Sapin, l'impression que sa présidence n'est pas fragilisée. Vous parliez de surplomb, mais du surplomb, on peut, pardonnez-moi l'expression, se casser la gueule. Et vous parlez de terrorisme aussi. Il y a quand même des gens qui se disent, ben voilà, faisons le bilan. Charlie Hebdo, l'hypercachère, Saint-Étienne-du-Rouvray, Nice, le Bataclan, tout ça s'est passé sous sa présidence. Mais est-ce que quelqu'un pense que sous une autre présidence, ces événements n'auraient pas eu lieu? Oui, Nicolas Sarkozy. Oui, je crois qu'il est le seul. C'est sa présomption à lui. Mais c'est la présomption d'un seul. C'est donc la présomption d'un seul. Tout Français, tous les Français de droite ou de gauche qui raisonnent, et ils sont très nombreux ainsi, savent bien que ces événements viennent frapper la France parce qu'il y a une situation internationale qui est une situation internationale nouvelle, parce que la France est engagée pour lutter contre Daesh, contre tous ces mouvements terroristes, et la France résistera, et les Français avec. Donc, juste sur ce point-là, parce qu'on a beaucoup de sujets à aborder. Le président, soyons clairs, fort de ce qu'il est aujourd'hui institutionnellement, il est fort de son caractère, et c'est pas une démission par-ci ou une déclaration de candidature par-là qui doivent changer quoi que ce soit au rythme du président de la République. Et vous croyez que ça va décourager Montebourg, que ça va décourager Hamon, que ça va décourager Hinman, que ça va décourager Macron, que ça va décourager tous ceux qui envisagent de se présenter? Juste en disant cela, et en mettant la liste des découragements éventuels, vous montrez, comment dirais-je, le caractère peu important de tout cela par rapport au sujet qui concerne profondément les Français. Michel Sapin, vous êtes un homme responsable et vous avez une grande expérience politique. La situation de François Hollande comme président de la République sous la Ve République en matière d'impopularité est quand même totalement inédite. C'est pas en se protégeant derrière les institutions qu'il va tracer la ligne d'un 2e quinquennat sans faire quelque chose. Mettez-vous quelques années en arrière, et est-ce que à cette période-ci de l'année 2011, le président de la République de l'époque, futur candidat, était en belle et bonne situation. Il ne l'était pas. Et pourtant, il y a eu ensuite une campagne électorale et lui-même, le premier, dit qu'il n'était pas loin. C'est vrai que les choses... Donc vous souhaitez la candidature de François Hollande? Vous ne pensez pas une seule seconde qu'il va renoncer? J'ai toujours dit que je ne voyais personne d'autre que François Hollande pour rassembler la gauche et rassembler les Français. Lui? Mais il n'a pas à me le dire, pas plus à vous qu'il le dira aux Français le jour venu. Ces décisions-là, c'est quoi? C'est le 20 novembre? Ces décisions-là, mais il a toujours dit que c'était à mi-décembre que les choses se passaient. Je ne vois pas pourquoi moi, je lui fixerais une autre... De quel droit je lui fixerais une autre date que celle-là? Une version désagréable de l'affaire Macron, qui vous concerne directement, ou qui ne vous concerne pas d'ailleurs. On a un petit peu oublié les désagréments qu'il avait connus, notamment son ISF révélé. Est-ce que ça vient de vous?
Évidemment non. D'ailleurs, personne de sérieux ne pense là. Je ne m'occupe d'aucun dossier fiscal, ni de ceux des ministres, ni de ceux de telle ou telle personnalité. Ça fait partie de ces fantasmes habituels. Pour le reste, écoutez, qu'un ministre paye l'ISF et que ça se sache parce que c'est la transparence, pour moi, ça ne me gêne pas. Donc c'est pas une boule puante qu'il a mis entre les... Non, mais enfin, nous déclarons nos patrimoines. Tous nos patrimoines sont connus. Vous allez sur Internet et vous connaissez le patrimoine de chacun des ministres. La transparence dans ce domaine-là, c'est ce qu'il y a de mieux. Est-ce que c'est un traître ? Non, j'aime pas ces termes-là, parce que je trouve que ce sont des termes qui sont d'une violence inutile. Ils viennent de la gauche, hein. Mais je trouve que ce sont des déserteurs, a dit Manuel Valls. Permettez-moi de dire, c'est pas tout à fait la même chose, mais le terme de traître est un terme que je trouve inutilement violent. Mais je le mettrais sur un autre domaine, un mot qui a beaucoup été utilisé, mais qui est un beau mot, qui est celui de loyauté. Moi, je crois à la loyauté. Je crois au respect que l'on doit... Et il l'a dit hier à Châlons-Champagne, il a dit qu'il était loyal. Mais il faut faire très attention de ne pas affirmer à l'extérieur quelque chose que l'on ne fait pas à l'intérieur. Vous voulez dire qu'il a dit à François Hollande jusqu'au dernier moment qu'il ne signerait pas. La loyauté, chacun jugera. Vous savez, ces questions de loyauté, elles ne s'affirment pas, ni par la personne concernée, ni d'ailleurs par moi-même. Elle se juge par les Français. C'est un sentiment qu'on a sur les personnes. La loyauté, pour moi, ça compte beaucoup. Donc il a été déloyal. Parce que la loyauté, c'est ça aussi qui permet à un gouvernement, qui permet à un mouvement de ne pas être simplement un mouvement individuel. A été déloyal, le devenir individuel, le destin individuel, ça n'existe pas dans le monde d'aujourd'hui. Donc il a été déloyal d'après vous ? Mais je parle de la loyauté d'une manière générale. Ça vaut pour tout le monde. Ça vaut pour Monsieur Macron, comme ça vaut pour Monsieur Sapin, comme ça vaut pour bien d'autres. Donc il lui a menti. Mais arrêtez de chercher à me faire dire des choses désagréables sur quelqu'un que, par ailleurs, permettez-moi de le dire, parce que la vie politique, elle est aussi faite ainsi, je respecte beaucoup comme individu, avec lequel j'ai considérablement travaillé, avec lequel nous avons construit, vous savez quoi ? Le projet du candidat François Hollande, qui était le projet du président de la République. C'est un candidat qui n'est pas candidat, mais qui est quand même en campagne à Châlons-en-Champagne. Tout le monde l'a vu embrasser les agriculteurs hier. Donc son ambition, elle est claire. Il dit que c'est pas encore le moment de l'incarnation, mais en fait c'est... Les ambitions, elles ne sont pas exprimées de l'extérieur, là encore, ou par les commentateurs, par vous ou par moi. Elles doivent être exprimées par les personnes. Bien. Moi, une ambition, elle n'est pas fondée simplement sur la capacité ou le nombre des selfies. L'ambition, elle est fondée sur un projet, un programme, pas seulement sur une démarche un peu évanescente, mais sur des propositions. Le jour où on fait des propositions, alors là, il y a des gens qui sont pour et des gens qui sont contre. J'attends ce moment-là, parce que c'est un moment qui est décisif. C'est le moment où, au fond, on voit exactement où chacun vous les regarderez. Évidemment, il faut regarder tout. J'attends d'ailleurs, et j'attends avec impatience. Question, alors là, c'est caractéristique que Nicolas Sarkozy a dit justement, puisqu'on entre dans la discussion budgétaire et qu'il va y avoir le budget, ce sera le dernier grand acte de ce quinquennat, qu'il n'était pas question, donc en tout cas qu'il reviendrait sur le prélèvement à la source. La première question a un caractère formel. Est-ce que définitivement, puisque vous incarnez l'économie au sein de ce gouvernement, il y aura bien pour les Français d'une manière irréversible le prélèvement à la source en janvier 2018 ? Mais dans une démocratie, je n'ai pas le droit de dire que quelque chose est irréversible. Parce que par définition, si une autre majorité veut voter une loi différente de celle qui a été votée précédemment, elle peut le faire. Sinon, c'est pas la peine qu'il y ait une démocratie et des possibilités d'alternance. Mais ce ne me passe pas à ce niveau-là. Quel intérêt il y aurait pour quelque majorité que ce soit l'année prochaine de remettre en cause une réforme qui n'est pas une réforme idéologique, qui n'est même pas une réforme de justice fiscale. On ne fait pas payer plus aux uns ou moins aux autres. On fait payer la même chose aux uns et aux autres, mais qui est une réforme de simplification de la vie des gens. Il faut juste rappeler ce que c'est, le prélèvement à la source. C'est faire en sorte que vous puissiez payer vos impôts en fonction des revenus du moment et non pas en fonction des revenus de l'année précédente. Rien qu'en disant cela, chacun voit bien que vous avez pu avoir des gros revenus l'année dernière. Ils n'ont pas tellement envie. Les Français sont. Il y a pas mal de Français qui sont hostiles à cette idée. Je pense que vous avez regardé les sondages, vous les regardez attentivement quand il s'agit pas mal, j'ai pas dit tous. Ouais. Quand on dit 65 à 75% des Français sont favorables à cette réforme, j'attends beaucoup de réformes de gauche ou de droite qui sont ainsi soutenues. Donc ils ont bien compris, les Français, que quand on a payé des impôts élevés parce qu'on a eu des revenus plus élevé au moment où vous avez des revenus qui baissent, il y a quand même un problème. Demandez aux chômeurs, demandez aux retraités, demandez à toute personne dont dans la vie active les revenus varient. Donc c'est cela, simplification de la vie des Français, tout le monde l'a compris. Pourquoi supprimer
une réforme qui est une réforme de simplification de la vie des Français. Pour être encore plus précis, c'est important. Donc en 2017, on paye pour 2016. En 2018, on va payer pour 2018. Et les revenus de 2017, on en fait quoi? Annoncez-nous une bonne nouvelle, il n'y en a plus. Mais je ne peux pas vous annoncer une bonne nouvelle, parce que la bonne nouvelle que vous attendriez, c'est de ne pas payer d'impôts en 2017. Or, vous venez de décrire exactement la situation. En 2017, on payera, comme aujourd'hui, des impôts sur les revenus de l'année précédente. Ouais. Donc, les Français et moi, nous paierons, heureusement, pour l'État, si je puis dire, des impôts en 2017. Et en 2018, nous paierons nos impôts sur nos revenus de 2018, c'est ça la réforme. Hein, les impôts, l'année même, tout le monde les revenus. Non, pas tout le monde, parce que parfois on rentre par des petits bouts dans cette réforme en mettant pas l'essentiel sur la table. Donc, l'année prochaine, oui, il va y avoir des revenus de 2017 qui seront mis entre parenthèses. Ils n'ont pas supprimé, ils sont mis entre parenthèses, puisque on calculera en 2018 l'impôt sur les revenus de 2018. Mais sur, justement, l'imposition à la source, on met tout, c'est-à-dire on met les revenus, on met les actions, on met les revenus mobiliers, immobiliers, on met les stock options... Qu'est-ce qui va se passer avec les déductions? On est dans des trucs un peu compliqués. Mais il y a déjà aujourd'hui, important pour les gens qui l'écoutent. Mais il y a déjà aujourd'hui du prélèvement à la source sur certains revenus. Vous parliez des revenus mobiliers. Il y a un prélèvement à la source aujourd'hui, déjà aujourd'hui. Donc ça sera maintenu. Donc c'est maintenu de la même manière. Ensuite, l'idée, c'est de pouvoir, dans le taux qui sera prélevé sur votre salaire, sur votre revenu, sur votre retraite, d'intégrer le plus possible des éléments qui concernent les revenus des uns et des autres. Et ce sera, je veux le dire ici très clairement, le seul interlocuteur de chacun d'entre nous, quand il s'agit d'impôts, c'est l'administration fiscale. Il n'y en a pas d'autre. On ne parle d'impôts qu'avec autrefois on disait son percepteur. On ne parle d'impôts qu'avec les fonctionnaires, les agents de l'administration. Mais vous voulez dire qu'il peut y avoir, en fonction de son centre d'impôt, un ajustement des uns aux autres, on pourra discuter. Non, c'est pas ça. Mais le taux sera calculé sur des méthodes assez simples qui permettent, pour 90% des Français, c'est une simplicité enfantine, et ils ont un seul revenu, et sur ce revenu on le connaît, ça fait un taux de prélèvement. Il peut y avoir des gens qui ont un revenu salarial et d'autres revenus. Ça, ce sera discutable avec son centre des impôts pour tout le monde. Non, pas discutable au sens de la loi, elle n'est pas discutable. Mais la loi offrira des possibilités de choix qui permettront de s'adapter à certaines. Mais dites-moi, si je suis un grand dirigeant d'entreprise et que je touche des stock options, justement, je peux peut-être essayer de demander à mon patron de les imputer sur 2017, puisque visiblement pour 2017, il y aura un petit problème. Je vois que vous raisonnez en fonction de la situation de l'ensemble des Français. Non, pas du tout, mais j'essaie d'être pratique. Mais ça ne me concerne pas, donc vous voyez, c'est facile. Il peut y avoir certaines professions ou certaines situations. Les revenus variables peuvent être imputés sur 2017. On pourrait, comme on dit, optimiser, essayer. Pourquoi pas? Oui, c'est humain. Mais enfin, il est nécessaire, parce que c'est aussi une manière de préserver l'intérêt général, d'avoir des dispositifs qu'on appellera des dispositifs anti-abus. Ça veut dire que vous allez contrôler les patrons et dirigeants d'entreprise plus particulièrement sur 2017? Pas du tout. On a des systèmes qui permettent de savoir quels étaient les revenus d'une manière générale pendant 3 ans. Si la situation est tout d'un coup modifiée pendant une seule année, qui est par hasard 2017, ça se voit très vite. Quelle que soit pour les emplois à domicile. Quelle que soit la profession des personnes concernées. Les déductions fiscales pour les emplois à domicile. Ça, c'est très important. Il faut le dire, il y a des réductions d'impôts ou des crédits d'impôts. Ils sont totalement et complètement maintenus. Les droits à des réductions d'impôts au titre de 2017 seront acquis. Les droits au titre de 2018 seront acquis. Il est 8h31 sur l'antenne de Radio Classique. Je voudrais qu'on continue parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont importantes dans ce domaine. Est-ce que les 2 milliards d'impôts en moins prévus par François Hollande et annoncés au printemps, est-ce que tout ça va avoir lieu ? Le président de la République, il a dit au printemps, parce que c'est un moment où on pouvait prévoir les uns et les autres plus de croissance en 2017, l'année prochaine, que s'il y avait plus de croissance, on pouvait disposer d'une marge de l'ordre de 2 milliards. Tout le monde est d'accord pour dire aujourd'hui qu'il ne serait pas raisonnable de construire un budget sur une croissance supérieure à 1,5% l'année prochaine. Donc, nous ne sommes pas dans la même situation. Il faut être sérieux. Le président de la République est le premier à l'être. On ne peut pas, avec une croissance qui ne va pas augmenter plus que ce qu'on avait prévu. Donc on laisse partir les distribuer plus. Évidemment non. On ne peut pas les distribuer plus ou beaucoup plus que ce qu'on avait prévu. En tous les cas, il faut qu'il y ait des contreparties. Alors si on lâche pas les déficits et si la croissance n'est pas plus forte, comment on fait pour mettre 2 milliards? Mais c'est pas 2 milliards. Je vous ai dit qu'il n'y avait pas une marge de 2 milliards. 2 milliards, c'est la marge entre 1,5 et 1,7 de croissance. Nous n'aurons pas 1,7, nous n'afficherons pas 1,7. On aura peut-être 1,7, mais ça, nous n'afficherons pas 1,7, 1,5. Donc nous travaillons
sur les données actuelles du budget, sur nos engagements, dans le respect scrupuleux des engagements qui ne sont pas tellement vis-à-vis de l'Europe, c'est vis-à-vis des Français. Nous nous sommes engagés l'année prochaine à passer en dessous de 3%. Le chiffre technique, c'est 2,7%. Nous nous sommes engagés à cela. Nous respecterons cet engagement. C'est fondamental. Mais alors donc, je reviens à la question. Les 2 milliards promis, est-ce que ça aura lieu ou pas? Mais est-ce que je peux me permettre de vous répéter une troisième fois que 2 milliards, c'est la différence entre 1,5 et 1,7 et que donc la marge n'est pas la même. Donc, cessons de parler de 2 milliards et nous regarderons, nous sommes en train de regarder quelles sont à l'intérieur des données actuelles, les marges. Il y en a. Mais c'est pas parce qu'on n'a pas 2 milliards qu'on ne peut rien faire. D'accord, mais on va encore dire que François Hollande a promis quelque chose que la gauche ne peut pas faire. On va faire comme nous avons fait. Nous avons baissé l'impôt sur le revenu depuis 3 ans. Après l'avoir augmenté considérablement. Après que Nicolas Sarkozy ait commencé et que nous ayons continué. Oui, mais soyons honnêtes. La situation de la France, désespérante en 2010, dès 2010, a obligé, y compris Nicolas Sarkozy, à augmenter l'impôt des revenus des Français. À cause de la crise. À cause de la crise, évidemment. Et vous croyez qu'elle s'est arrêtée en 2012, la crise? Bien. Donc, à partir de 2014, la croissance a repris en France. 2015. C'est à partir de cela que, normalement, légitimement, nous rendons, en termes d'impôt sur le revenu, aux Français une partie des efforts qu'ils ont faits. Je reviens à une question à caractère politique et après on va terminer sur tout ça. Mais c'est vrai qu'il a promis 2 milliards. Maintenant, vous dites que ce ne sera pas 2 milliards. Donc, on dit finalement, la gauche promet, pardonnez-moi l'expression, un petit peu n'importe quoi. C'est le président de la République qui s'avance trop vite, quoi. Si la réalité est celle que vous décrivez, je comprends votre commentaire. Mais François Hollande n'a rien promis. Arrêtez de dire cela. Il a dit très clairement, il y a une perspective de 1,7 en juin. Si nous avons cette perspective de 1,7, nous avons une marge de 2 milliards. Le sérieux, aujourd'hui, après le Brexit, après les attentats, qui ont quand même des conséquences aussi sur l'économie française, en particulier dans le domaine du tourisme. Le sérieux, ça n'est pas d'afficher l'année prochaine n'importe quel taux de croissance uniquement pour se donner des marges qui seraient factices. Nous sommes sérieux et pourtant, nous allons continuer à baisser l'impôt des Français parce qu'il faut faire dans la continuité. Ça a baissé en 2014, ça a baissé en 2015. Les Français s'aperçoivent pour beaucoup d'entre eux que ça a baissé en 2016 et nous continuerons en 2017. Nicolas Sarkozy propose 25 milliards pour les ménages, Juppé 14 milliards pour les ménages, 21 milliards pour les entreprises. Donc vous voyez qu'on peut faire Nicolas Sarkozy 34 milliards pour les entreprises. Donc vous voyez qu'on peut faire beaucoup mieux ce que vous faites. On peut afficher beaucoup. Au concours de la démagogie, il n'y a jamais de limite. Mais c'est pas de la démagogie, puisqu'ils vont, s'ils arrivent au pouvoir, ils le feront. C'est un programme politique. Et donc, ils financent comment? C'est une question qu'il faudra leur poser. Je vous la pose. Ouais, c'est étonnant d'avoir une réponse. Je ne suis pas le porte-parole de l'opposition. C'est étonnant d'avoir une réponse quand il s'agit de baisser les impôts, mais de ne pas avoir de réponse quand il s'agit de financer ces baisses. Vous le connaissez, puisque en font entre 100 et 150 milliards de dépenses publiques et leur programme. Donc c'est là-dessus que ça s'appuie. 81 milliards, dit Juppé, qui va le documenter. Et vous voulez juste comme ça, on discute? On baisse de 50 milliards les impôts l'année prochaine? Et vous croyez qu'on baisse de 50 milliards l'année prochaine, les dépenses? Donc vous le dites ce matin que les programmes de la droite sont irréalistes dans ce domaine-là? Ils ne sont pas irréalistes. Ils sont irresponsables. C'est clair. D'ailleurs, tout le monde le sait. Eux-mêmes les premiers. C'est irresponsable de dire on baisse de 50 milliards les impôts une année et puis on verra au cours des 5 années qui suivent comment on peut trouver une solution. Parce que ça veut dire quoi? Que comme d'habitude, de nouveau, c'est le déficit qui augmente, c'est l'endettement de la France qui augmente. Ils l'ont fait. Ils l'ont fait entre 2007 et 2012. La suppression des postes de fonctionnaires, la diminution du périmètre de l'État, il y a quand même beaucoup de choses qui peuvent. Ah oui, quand vous supprimez des postes de fonctionnaires, ça a un effet dès la première année? J'ai pas dit ça. Bon, alors, vous voyez, je dis pas le porte-parole de l'opposition. J'essaie de discuter avec vous d'un problème qui est quand même extrêmement concernant par les Français. J'essaie de vous montrer rapidement, trop rapidement, mais nous aurons le temps de le faire au cours des semaines et des mois qui viennent, que ce qui est proposé par les uns et par les autres dans ce domaine est totalement irresponsable. D'accord. Mais enfin, vous savez quand même qu'on est les recordman d'Europe, voire même du monde de l'imposition en France. Raison de plus pour continuer, comme nous le faisons, à baisser les impôts. Y aura-t-il une taxe sur la malbouffe? Je parle des problèmes économiques. Ça concerne tous ceux qui sont un peu trop ronds, vous, moi, Christian Eckert. Oui, mais vous faites des efforts, moi aussi, et c'est pas forcément la peine de faire des efforts par des taxations. Il n'y aura pas de taxe sur la malbouffe? J'en sais rien, j'ai vu que c'était des propositions, n'est pas parce que des propositions sont faites qui peuvent être intelligentes que pour autant ce seront des réalités. Donc vous n'y retenez pas? J'ai pas trop envie, pour vous dire les choses clairement, que nous essayons de faire difficilement, et nous le faisons, de baisser les impôts, de supprimer des taxes, et puis d'en voir se créer comme ça par ailleurs. Il y a un moment donné où il y a des contradictions dans les mots. Donc et dans ça, c'est une hypothèse de la direction du Trésor qui n'a
pas lieu d'être. Mais si, mais la direction du Trésor, elle est là pour faire des propositions, alimenter la réflexion, et il se trouve que les politiques sont là pour décider. C'est ce que nous ferons. La presse qui suit l'avis des ministres considère qu'à un moment, vous avez demandé à l'île-Dieu qu'un hélicoptère aille chercher votre bateau qui dérivait un peu. C'est vrai cette histoire? Non, c'est faux. Je suis désolé de passer. Je m'étonne que vous posiez cette question, mais j'y réponds bien entendu avec beaucoup de plaisir. Mon bateau a subi une malveillance. Vous savez, quand on a un bateau qui est accroché en mer et que c'est coupé et qui s'en va, c'est un peu désagréable. J'ai donc signalé, ce qui me paraît la moindre des choses, à la gendarmerie ce fait. Et la gendarmerie a fait le travail qui devait être le sien, heureusement. Et malgré tout, vous savez, un gendarme, même dans une petite île, il a aussi, c'est ça la République, la tâche de protéger les institutions. Le dernier point, pour revenir à des choses plus importantes, c'est le rendez-vous Hollande-Merkel aujourd'hui sur le traité de libre-échange. Madame Merkel dit qu'il faut absolument que ce traité ait lieu, car il va créer des milliers, voire des millions d'emplois en Europe. Et la gauche que vous représentez ce matin, donc à 8h38 sur l'antenne de Radio Classique, dit il n'en est pas question. Qui a tort? Si les choses étaient aussi simples, le président de la République, en tous les cas, a raison de dire qu'aujourd'hui, on ne peut plus continuer comme ça. On ne peut plus continuer comme ça. Les négociations se passent dans des conditions qui ne sont pas utiles, qui ne sont pas efficaces d'ailleurs. Il faut clarifier les choses et je pense effectivement qu'il faut qu'il y ait aujourd'hui un moment d'arrêt, un moment où ça permette à chacun de regarder. Donc on est dans le divorce franco-allemand absolu. Ça a mal commencé entre Hollande et Merkel. Le débat a lieu, mais être dans le dialogue entre un grand pays comme l'Allemagne et un grand pays comme la France, c'est pas être toujours aligné sur la position de l'autre. Et surtout pas aligné sur la position allemande. Mais les Allemands seraient les premiers à trouver ça étrange. Donc, affirmer des positions les uns et les autres, c'est le gage d'un dialogue possible. Ce dialogue a lieu, et évidemment, il y aura une position commune franco-allemande sur ces sujets. Merci beaucoup, Michel Sapin, d'être venu ce matin sur l'antenne de Radio Classique. Il était très important donc de faire le point sur les questions politiques et économiques. Bonne journée à vous. Il est 8h39. Nous allons poursuivre évidemment avec la revue de presse de Michel Grossior et écouter les éditorialistes. Bonne journée donc.